Parmi les difficultés qui sont rencontrées par les migrants, il y a le règlement Dublin. Oui. Alors, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et en quoi précisément cela est dommageable en fait pour les personnes en situation de transit? Alors, le règlement de Dublin, il n'y a pas longtemps, j'ai vérifié, le premier c'était 2003. Et c'était une idée intéressante, parce que avant 2003, moi j'y étais pas, des gars qui arrivaient, ils arrivaient tous de l'Est, il n'y avait pas d'Africains à l'époque, pratiquement pas. Ils arrivaient en Hongrie et déposaient une demande d'asile. Et puis, bon, le Hongrois n'est pas très accueillant, c'est un pays un peu raciste, ils passaient en Allemagne. En Allemagne, ils sont bien accueillis, mais on leur disait, j'en ai rencontré, j'ai pleuré avec une dame, ils voulaient aller en France à cause de liberté, égalité, fraternité. Et donc ils quittent un logement et un pécule pour arriver sous une bâche en France, parce que c'est le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Donc, ils ont 3 demandes d'asile, parce qu'au passage, ils déposent une demande d'asile. Et puis un jour, ils se disent, bon ben voilà, je vais me poser en France. Ben, en France, on leur dit, ah oui, mais tu as une demande en Allemagne. En Allemagne, on leur dit, oui, tu as une demande en Hongrie, etc. Et ça se mord la queue, et ils n'arrivent pas à finaliser une demande. Donc à Dublin, des représentants de tous les pays de la communauté européenne se sont réunis en disant, il faut que les gens soient obligés de demander à un endroit. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, on met 27 personnes, enfin, ou 54, je m'en fous, mais des représentants de tous les pays, on les met ensemble dans une pièce, on leur dit il faut trouver une solution, et ce qui pondent, ça sera le pays d'entrée. Oui. Et ça, on n'arrive pas à comprendre. Parce que les pays d'entrée, ben forcément, c'est ceux du bord. Oui. C'est jamais l'Angleterre. On n'a jamais vu un gars Dublin en Angleterre. Oui. En France et en Allemagne, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'ils sont d'abord passés par la Hongrie, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, et qui sont des pays fragiles économiquement. Alors on fait reposer sur les pays d'entrée de fait, ils n'arrivent pas en parachute, donc par les pays d'entrée, on fait reposer sur ces pays-là l'obligation de demander l'asile. Il n'y a aucune raison humaniste là-dedans. C'est simplement, comment faire pour se débarrasser des migrants. On va prendre... oui, mais il devait bien se douter que ça serait les mêmes pays et les pays de bas. Après, si on veut vraiment faire quelque chose, il faut faire un système de quotas. On demande aux gens, on pose les gens là. Tu rentres en Grèce, tu voudrais aller où? Et puis après, on voit... je sais pas, celui qui a son frère en Allemagne, peut-être plutôt en Allemagne, ou s'ils ont tous de la famille, par exemple, s'ils ont tous de la famille en Angleterre, encore que c'est pas tant que ça. Souvent, les familles, c'est des voisins ou des gens qui connaissent, mais on les répartit en fonction du nombre. Enfin, trouver quelque chose, on parle beaucoup de quotas actuellement, c'est pas stupide. Mais l'endroit où ils posent le pied la première fois, donc ils donnent leurs empreintes digitales. Le premier pays dans lequel ils ont donné les empreintes digitales. Et donc avec ce règlement du Dublin, à partir du moment où ils ont posé leurs empreintes digitales, on fait une demande d'asile dans le premier pays dans lequel ils rentrent, ils ont beau arriver en France, le règlement du Dublin leur dit non. Voilà, non mais même s'ils n'ont pas déposé de demande d'asile. Ah même, c'est uniquement les empreintes. Et c'est les empreintes, ça peut être d'autres choses, parce qu'il arrive maintenant qu'ils pistent les téléphones. Disant, tu as peut-être tes empreintes en Italie, mais voilà, tu es passé par la Grèce. Donc ça peut être utilisé. Parce qu'il y en a qui arrivent en Angleterre, ils détruisent le téléphone. D'accord. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de trace de leur route. Ah ouais. C'est pas explicitement précisé que c'est les empreintes. D'accord. Mais ça l'a été énormément, ça l'est encore. Quand ils font une demande d'asile, le premier geste, c'est la borne Eurodac. Comme quand on prend l'avion avec un passeport biométrique. Ouais. On met ses mains sur un écran qui dit si les empreintes sont enregistrées dans un pays. Donc ça bloque complètement. Et la seule chose qui a marché vraiment en France depuis justement l'existence du règlement de Dublin, c'est l'évacuation de la Grande Jungle à Calais en 2016. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, il n'a pas décidé tout seul, mais il était clairement dit, ceux qui quittent Calais dans cette période, de telle date à telle date, en montant dans les bus affrétés par le gouvernement, les empreintes Dublin sont levées. Ah. Et ils sont partis, article 17 du règlement de Dublin. Les pays sont souverains. D'accord. Ils peuvent décider sur le temps qu'ils veulent, la surface qu'ils veulent, de ne pas appliquer le règlement de Dublin. D'accord. Et donc à Calais en 2016, pendant la semaine d'évacuation, les empreintes Dublin n'étaient pas prises en compte pour les gars qui partaient. Et il y a eu des préfectures où ça n'a pas été respecté, et il y en a sans doute qui se sont fait avoir. Mais ceux qui ont fait remonter à Calais, qu'ils étaient victimes de leurs empreintes Dublin, ça a été réglé au ministère et annulé. D'accord. Et à l'époque,
À l'époque, c'était le début 2015, le début des CAO, donc ils avaient quelques mois, centre d'accueil et d'orientation, qui était illimité, inconditionnel, en durée et en demande d'asile. Parce que les centres actuels, c'est 1 mois. 1 mois et au bout du mois, tu dois être parti, soit demander l'asile, soit être parti ailleurs. D'accord. Et les CAO dans lesquels ils partaient en 2016, ils pouvaient se poser à la limite 10 ans. Bon, personne n'est resté 10 ans, mais il n'y avait pas la date butoir, au bout de tant de jours, au bout de tant de mois, tu dois avoir trouvé une solution. Et il n'y avait pas d'obligation de demander l'asile. Ils se posaient n'importe où à Clermont-Ferrand, dans un centre, et puis ils pouvaient se renseigner sur l'asile en France, en Angleterre, en Allemagne, se renseigner sur les conditions de travail. Ils avaient le temps. D'accord. Et ça, c'est super important. Laisser aux gens, loin du lieu de passage, parce que loin des passeurs, la possibilité de se poser, puis de se dire, bon ben, qu'est-ce que je veux maintenant ? Qu'est-ce que je veux pour moi ? Est-ce que j'ai une famille à ramener ? Est-ce que je veux en fonder une ? Est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux comme, est-ce que je veux reprendre des études ? Pas facile, hein ? Oui. Oui, ça, on verra que ça fait partie des revendications. Mais alors, les gens qui montaient dans les bus pour éviter justement ce coup près du règlement Dublin, est-ce qu'on leur disait où on les emmenait ? Ils étaient au courant ? Ils avaient le choix entre 2 régions. D'accord. Ils arrivaient, il y avait des files, ils arrivaient dans des bureaux, hein, c'était des locaux qui étaient aménagés pour ça. Et on leur disait, voilà, tu vois, tu peux aller en Bretagne ou tu peux aller, je sais pas moi, dans les Alpes. D'accord. Et ils choisissaient une région. D'accord. Et moi, je me souviens pas qu'il y ait eu de problème de gens qui disaient, non mais moi, là, attends, la Bretagne ou les Alpes, je veux pas, je veux Clermont-Ferrand. Ouais, Et ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient, ouais. En gros, des fois, si, il y avait des choses qui étaient importantes, c'était de rester avec des groupes, hein. Oui, forcément, des amis ou Oui. même leur famille. Oui, tout à fait. Mais même quand c'est des gens qui ont voyagé ensemble, Oui. qui sont ensemble à Calais depuis des semaines ou des mois, il y avait, et ça, c'était le plus possible respecté. D'accord. Pas par 50, mais Oui. des petits groupes, c'était Oui. respecté. Parce que D'accord. c'était quand même très humain. D'accord. On a beaucoup critiqué, là, il y a quelques mois. Je sais pas, c'était pas les 10 ans. Je lui demandais pourquoi, là, j'y pensais il y a pas longtemps. Pourquoi on a d'un seul coup évoqué l'évacuation de la Grande Jungle. Et alors, dans les assauts, c'était en termes très négatifs. Ça a été mal fait. Les gars, ils voyaient brûler leur camp. Hein, ils partaient en pleurant. Et... Bon, moi, j'en ai pas vu pleurer, mais c'est sûr que ça fait quelque chose. Hein. Tu quittes un endroit comme ça, c'était un bidonville où ils vivaient vraiment. Oui. Ça fait pas rien. Oui. Mais ça a été bien fait. Ça a été fait humainement et ces gars, ils sont pas revenus. D'accord. Moi, je dis toujours, on a 4000 qui sont partis, qui ne sont pas revenus. Je me suis fait presque insulter par Yann Manzi qui m'a dit, qu'est-ce que tu racontes, c'était pas 4000, c'était 6000. Mais tant mieux, tant mieux. Moi, j'aime mieux que ce soit 6000 que 4000. Hein, D'accord. qui sont partis et qui ne sont pas revenus parce qu'ils ont fait un trou quelque part. Ouais. Parce qu'on les a accueillis. Ouais. Alors, c'est pour ça, en fait, moi, je fais ces petits entretiens parce que justement, je trouve que c'est important d'être le plus fidèle possible, en fait, à la réalité. Et donc il faut être fidèle, ça veut dire le plus honnête possible. Donc ça veut dire que si effectivement il y a des choses terribles qui se sont passées, il faut le dire, mais s'il y a aussi des choses qui sont finalement dans le domaine du respect de l'humain, ben, il faut également le dire. Donc, Surtout que ça peut servir de modèle. Je trouve Oui. que cette évacuation de la Grande Jungle, quelque part, c'est un modèle. Ces gens, on les a accueillis. Mais par ailleurs, il y a quand même pas mal de personnes qui sont allées dans cette jungle de Calais, où ils expliquaient qu'il y avait quand même toute une vie qui s'était mise en place. Il y avait des petits cabarets, de petits bars, enfin, où il y avait, Ah, mais il y avait, c'était il y formidable. avait de la musique, il y avait de la danse. C'était très riche parce que justement, beaucoup d'ethnies, donc beaucoup de choses, culturellement, c'était extraordinaire. C'était formidable. C'était Ouais. un bidonville avec des endroits où les gens habitaient, où Ouais. ils tenaient debout dans des Ouais. maisons. Ouais. Souvent où il y avait des pièces, des lieux centraux où il y avait des tables, des chaises, où on se tenait debout, il y a du chauffage, etc. Puis autour, il y avait des petites tentes Ouais. pour avoir un peu d'intimité, Ouais. pour dormir, Ouais. pour s'isoler. Non, c'était très bien. Par contre, Mais il y avait 10 000 il personnes. y avait 10 000 personnes. Et puis, attends, moi, j'y allais, mais souvent 2-3 fois par semaine. Hein. Ouais. Je la traversais. Ouais. J'ai jamais eu peur, hein, toute seule. Mon cahier sous le bras, les gars, ils pensaient que j'avais mon cahier de secrétaire sous le bras. Ils pensaient que je donnais des cours. Ils m'arrêtaient, ils disaient teacher, please. J'ai non, teacher. Et puis je montrais mon cahier, je disais secretary, Et jamais, pas une seule fois, j'ai eu peur. Par contre, quand il faisait noir, on n'y allait pas. C'était l'heure des trafics de drogue, de la prostitution. Ouais. Et ça, plus il y a de monde et plus il y a ce danger. Oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à Salam, on a vraiment été pour l'évacuation de la jungle. D'accord. Parce que ça existait aussi. Et Alors- nous, on le vivait pas.
parce que c'était dans les horaires Oui. où on était parti. Oui. À notre maison, tranquille. Ouais. Alors, justement, revenons un petit peu sur une question qui revient finalement assez souvent, c'est celle qui interroge sur les motivations profondes qui animent toutes ces personnes donc, en situation de transit, hein, hommes, femmes, et parfois justement des mineurs non accompagnés, pour entamer ce périple quand même dangereux, et pour arriver finalement à la frontière franco-britannique. Et en fait, la question c'est, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce besoin viscéral d'arriver au Royaume-Uni alors que les politiques migratoires du Royaume-Uni se sont considérablement durcies? Qu'est-ce qui fait que les gens soient toujours dans ce mythe en fait du Royaume-Uni? Tu sais toi ça? Oui, c'est pas un mythe. On dit qu'il y a 3 choses. La langue, la famille, le travail. La langue, il y en a pour qui c'est vrai. Il y en a qui parlent magnifiquement anglais. Il y en a qui parlent pire que moi. Hein. Moi, tu m'as jamais entendu parler anglais. Mais I speak English as a call. A Spanish call. Non, c'est épouvantable. Il y a des gars, des fois, comme ça, on papote un tout petit peu et puis ils me demandent donc si je suis française ou pas, et j'ai de la famille, et je dis I have 2 daughters. Daughters, ils comprennent pas. Je dois dire girl. Oui. Ah, girl, yes. C'est des gens qui parlent pas plus anglais que moi, souvent. Ça dépend lesquels. Oui. Donc, c'est pas vraiment la langue. On dit la famille. Alors, c'est vrai, il y en a, ils ont vraiment... Je revois un monsieur, j'y pense souvent, sur l'époque avant le camp de la Linière, au camp du Baroque, quand il y avait 3000 personnes là, dans la flotte, Donc le l'horreur. camp de la Linière, on précise, hein, c'était un camp sur Grande-Synthe. C'est un camp sur Grande-Synthe qui était construit par Médecins sans frontières aux normes humanitaires. Avec des petites maisons, des toilettes, des douches, dans le nombre qu'on fait quand on fait un camp. Et c'était avec le soutien de Damien Carême. Et c'était, oui. Et après, Médecins sans frontières construisait et la municipalité prenait en charge. Après. Ouais. Et je ne sais plus ce que je disais. Donc tu parlais... Oui, ce monsieur iranien, sous une tente, sur une palette, l'eau qui affleurait dans la tente. Ce monsieur me semblait plus vieux que moi, il était peut-être plus jeune, hein, parce que les épreuves, ça marque physiquement. Oui. Et donc, fatigué, pas bien. Et c'était tout début des CAO. Je disais, monsieur, allez vous reposer. Vous partez 3 jours, 3 semaines, mais 3 jours si vous voulez. Vous aurez un lit, vous aurez une douche. Non. I want to England, my son is in England. Et ce monsieur, donc le fils était en Angleterre majeur, donc il n'avait pas droit à un rapprochement familial, et il voulait rejoindre son fils. D'accord. Donc dans ces cas-là, il y a vraiment un souci. On a actuellement, qui tourne sur le secteur, un Soudanais avec un bébé qui est même pas 2 ans. La mère est montée sur un canot avec les 2 autres gosses. Et lui, il a raté le passage. Et ce type, il tourne fou. Il n'arrive pas à passer avec son petit. Et c'est des gens, ils veulent, là c'est normal, c'est des gens, ils veulent l'Angleterre pour des raisons familiales. La plupart, ils disent, j'ai de la famille, j'ai un cousin... c'est pas un vrai cousin. Et même si c'est un vrai cousin, même si c'est un frère, après, s'ils ont des papiers, ils iront les voir. Ils auront le droit de passer pour rendre visite. Ce qu'ils veulent, c'est rejoindre la famille, parce qu'ils veulent rejoindre en fait la communauté, parce qu'on leur trouvera du travail. Parce qu'en Angleterre, on travaille au noir facilement. La loi n'est pas la même. Ils durcissent, ils menacent de Rwanda, ils menacent de ne pas donner de papier. Mais il y en a plein qui sont là-bas, ils n'ont pas de papier. Ils ont un employeur au noir. Et la loi, on m'a expliqué une fois, j'ai pas très bien compris, mais c'est un truc du genre, nous si j'ai une boulangerie, j'emploie un gars au noir, je l'emploie, et puis au bout de, je sais pas, je connais pas la loi précise, mais il y a un certain temps où j'ai plus le droit. Et puis c'est tout, si je le garde, j'ai une amende, et puis si je fais ça 3 fois, je peux même aller en prison. D'accord. En Angleterre, quand tes petits contrats sont terminés, ils sont effacés. D'accord. C'est-à-dire, il y en a, ils sont 5 ans dans la même entreprise, ça ne se voit pas. Alors, les détails de la loi, je ne les connais pas. Mais on m'a expliqué, il y a une chose comme ça. Et ils n'arrêtent pas de dire, ça fait bien 5 ans que j'entends dire, ils modifient la loi. Ah oui, mais ça va changer. Mais ils en ont besoin de ces gars. Et tant qu'ils ne les régulariseront pas autrement, ils vont la laisser comme ça. D'accord. Alors, dans we want a job, we want to pay taxes. Oui. Et dans l'enquête de la plateforme de soutien aux migrants, eux, ils parlent quand même un petit peu du mythe du Royaume-Uni qui reposerait sur le souhait de trouver ailleurs ce qui n'a pas été trouvé auparavant. Que l'idée est rassurante face à un présent et un passé chargé de difficultés. Alors moi je trouve ça intéressant, enfin, cette analyse un petit peu psychologique qui pourrait justement fournir des réponses aussi sur une forme de déni face à un espoir qui serait déçu, parce que justement c'est très très difficile quand même d'arriver au Royaume-Uni.
Mais en fait, l'idée, c'est, pour les migrants, c'est, de toute façon, il faut tout tenter, quels que soient les risques, car la vie n'est plus possible de toute façon, ni ici, ni ailleurs, sauf au Royaume-Uni. Donc il y a cette idée de, effectivement, de toute façon, on est mal ici, on était mal ailleurs, et ils sont dans le déni, dans la mesure où ils s'imaginent que ça va être mieux au Royaume-Uni, mais en fait, c'est peut-être pas vraiment mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'ils vont trouver un travail, mais ils vont trouver un travail au noir, sous-payé, enfin des emplois précaires, enfin, je veux dire, c'est pas terrible non plus, quoi. Ben oui, mais ça, c'est l'idée, c'est normal. L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la vallée. On n'était pas bien chez nous, on n'était pas bien. On s'est fait virer d'Allemagne. Ici, on n'est pas bien, évidemment, les pieds dans la boue, en toilette. Ouais. De l'autre côté, ça sera mieux. Mais t'as lu Ceux qui passent? Heidi Saberan, c'est une dame, elle a été journaliste à Libé longtemps. Elle est iranienne. Ouais, non. Et elle a passé, comme iranienne, elle a passé des semaines à Calais dans un groupe d'Iraniens et elle vivait avec eux. D'accord. Et elle courait pour monter dans les camions avec eux. Elle a vraiment vécu la vie. Et elle a fait un livre qui s'appelle Ceux qui passent, qui est remarquable parce qu'elle parle de choses qu'elle a vécues avec les gars facilement puisqu'elle était de la même communauté. Un peu comme Florence Aubenas qui, pour son si lesquels du Islam, en fait, elle a fait la même chose. Oui, c'est le même genre de démarche journalistique. Ouais. Ouais. Et donc Heidi Saberan, elle dit, et puis je suis allée en Angleterre, moi c'est le passage du livre qui m'a le plus frappée. Après, je suis allée en Angleterre voir une fille que j'avais connue à Calais, qui m'a montré, elle m'a dit voilà, j'ai un travail, j'ai mon petit logement, c'est ce que je voulais, je renvoie de l'argent au pays. Il me manque une chose. Oh, ça me donne envie de pleurer quand j'y pense. Une chose que j'avais à Calais et que je n'ai plus et que je n'aurai plus, c'est l'espoir. Ah. À Calais, c'était l'horreur. Oui. Mais on avait ce rêve. Voilà, il y avait cet espoir qui, finalement, arrivé sur place, a été déçu. L'histoire a disparu. Du travail, un logement, de l'argent, enfin de l'argent. Pas une grosse somme, mais elle renvoie un peu d'argent au pays. Mais il me manque l'espoir.